نسالم معبر الحلوة تهدينا وترسينا. J'ai un souvenir très douloureux de mon excision parce que je me rappelle très bien de ce jour-là. J'ai été amenée avec ma grand-mère, par la complicité de ma maman. Donc j'ai été avec ma grand-mère. Un jour, elle a décidé de me faire exciser et donc j'étais pas toute seule. J'étais avec d'autres jeunes filles dont des amies et d'autres filles du village voisin. Et on m'a dit que ce jour-là, j'allais passer du statut de jeune fille au statut de femme. C'était un grand jour. Et donc, comme je ne connaissais rien en matière d'excision, au fond de moi, j'étais contente. Je ne connaissais pas les conséquences qui étaient liées, ni la douleur qui était liée à l'excision. Et on a décidé de me faire exciser. On était une centaine de filles et chacune attendait son tour. Et donc, moi, j'attendais mon tour. Et pendant que j'attendais mon tour, j'entendais celles qui étaient passées avant moi crier, des cris. Et moi, j'étais là, figée. Je ne pouvais pas fuir parce que fuir, c'est un déshonneur pour la famille. Et donc, j'étais entre le fait, je fuis ou je reste. Donc, je n'avais pas le choix, je suis restée et j'entendais les autres filles crier. Je suis restée jusqu'à mon tour et quand c'était mon tour, c'était atroce. L'excision est une blessure de la partie externe du clitoris. Mais il y a beaucoup d'autres formes de mutilation sexuelle qui sont les blessures des petites lèvres ou des grandes lèvres. Et le terme mutilation sexuelle féminine recouvre un ensemble de pratiques extrêmement diverses dans un peu plus de 60 pays. Ces pratiques consistent en fait à normalement blesser, retirer une partie du clitoris et des petites lèvres. Mais ces pratiques sont très variables d'un pays à l'autre. Il y a deux grands types de mutilation génitale féminine. La plus fréquente, c'est l'excision, où on a coupé le clitoris et les petites lèvres. La deuxième forme, c'est l'infibulation. Ici, on a non seulement coupé les petites lèvres et le clitoris, mais en plus, on a cousu le sexe de la femme avec du gros fil ou des épines d'acacia pour laisser un tout petit orifice pour le sang des règles ou les urines. Malheureusement, j'ai été encore réexcisée. J'ai dû subir cette douleur une deuxième fois. Et là, c'était à l'âge de 15 ans. Lors d'un retour dans mon village pendant les grandes vacances, et ma grand-mère a décidé de terminer le travail qu'elle a déjà commencé parce qu'elle trouvait que la première excision était mal faite. Donc, elle a décidé de me réexciser pour une deuxième fois. Et là, j'ai failli laisser ma vie parce que lors de cette deuxième réexcision, on m'a coupé une veine. Et je suis restée sur place, il y avait une hémorragie énorme, j'ai perdu connaissance et je me suis levée à l'hôpital. L'une des modifications des pratiques, c'est de faire pratiquer non plus par des exciseuses traditionnelles les mutilations, mais par des médecins, des membres du corps médical. C'est ça la mutilation, la médicalisation. Et ça, c'est dramatique, parce que ça pourrait être considéré comme mieux fait, moins de douleur. En fait, quand on voit, et moi j'ai opéré des milliers de cas et plusieurs centaines de cas de mutilation faites par des médecins, c'est plus grave par des médecins. Parce qu'un médecin, du fait, il va utiliser son art, son métier et ses connaissances pour éviter des vaisseaux. Donc il peut aller plus profond. En fait, il peut faire des blessures beaucoup plus graves du fait de sa connaissance. Donc, sur le plan factuel, la médicalisation ou la pratique, par exemple, de ces mutilations par des infirmières ou des sages-femmes plutôt que par des exciseuses, dans mon expérience, ça aggrave les choses et ça ne va pas les rendre plus bénignes. La deuxième chose qui est extrêmement choquante, c'est d'utiliser l'art médical, pas pour du soin, mais pour une pratique que nous considérons comme criminelle. Donc c'est dramatique. La réexcision se fait toujours clandestinement.
il n'y a pas de fête, c'est juste réparer un travail déjà fait. Donc, ils trouvent que, enfin, c'est très commun, mais on n'en parle pas souvent, d'où le fait que l'excision, parfois on dit que ça n'existe pas, ça existe bel et bien, mais c'est juste que c'est pas accompagné de fêtes, ni de cérémonies. Donc du coup, on a du mal à savoir qu'elle existe. Elle existe bel et bien. Quand on parle maintenant des conséquences de l'excision, on croit souvent que l'excision s'est fait une fois pour toutes quand l'enfant avait 5 ans, 6 ans et qu'on n'en parle plus, la cicatrice voilà, a bien cicatrisé et on croit que c'est fini. Et en fait, c'est tout au long de la vie de la jeune fille et de la femme que la femme va souffrir de conséquences de l'excision. Les mutilations entraînent aussi des conséquences pas seulement physiques mais aussi psychologiques. Et il y a des femmes qui ont vraiment un sentiment de trahison, puisque c'est leur mère, c'est des personnes chères qui les ont emmenées chez l'exciseuse. Alors qu'on fait ça au moment où la petite fille, voilà, elle a 7 ou 8 ans, elle est encore dans le monde de l'enfance. Et quand on a des témoignages de jeunes femmes, ensuite elles disent « on m'a volé mon enfance ». Because for me, whatever happened to me can never turn it back. My grandmother, even if I ask 1,000 questions, she cannot help me anymore. It cannot disappear. The pain will remain forever. The tooth will be staying with me. Always when I get problem or when I have my period, I think about it. But why do we have to risk a girl who born and raised in this beautiful world in 21st century that we allowed to go through this pain, horrible, and nightmare? The FGM is unfortunately not a one-off act. It unfortunately has huge health, medical and psychological effects on women and girls. FGM can be performed several times, depending on the particular belief system or on the particular practice in communities. And as a result, even if it was performed once, it doesn't mean that you cannot have a continuing claim to persecution and fear of return to your country of origin.